Bon, sans délai exagéré, on va céder la parole à Anne-Marie Coustou parce que c'est sa parole justement et ce qu'elle a à nous dire ce soir qui nous réunit. Voilà. Simplement, comme je vous en ai avisé, mesdames et messieurs, chers amis référents, eh bien, Florian tient, et il a bien raison, à ce que l'on reprenne un cycle de formation. Depuis l'origine des Patriotes, il y en a eu des cycles de formation à plusieurs reprises, parfois interrompus, notamment lorsque nous entrions en période électorale. Je dois vous dire que je me réjouis vraiment dès à présent, peut-être qu'il va y avoir d'autres arrivées, du fait que nous soyons relativement nombreux et que ce qui m'avait un peu chagriné parfois, ce qui m'a un peu chagriné parfois, mais peut-être avais-je le tort de ne pas vous prévenir suffisamment en avance. C'est que certaines de nos formations n'ont recueilli que peu de personnes pour les écouter, pour y participer. Donc ça, c'était un peu décevant. Mais alors ce soir, on est à l'opposé, déjà à 85 participants, avec des personnes qui se présentent encore en salle d'attente. Bon, je pense qu'il n'est pas tout à fait nécessaire. Euh, alors j'ai salué les référents, je salue aussi les délégués, puisque les délégués des différents départements sont aussi conviés. Bonsoir à eux tous. Est-il nécessaire de faire une présentation d'Anne-Marie? Tout le monde la connaît, c'est une figure du mouvement, aussi sympathique que célèbre maintenant. Anne-Marie est donc notre référente nationale thématique à l'agriculture et par ailleurs référente de ce très beau département où j'ai, soit dit entre parenthèses, une bonne partie de mes racines familiales, à savoir le département du Lot. Alors, nous allons donc entendre Anne-Marie ce soir dans son domaine de compétences, l'agriculture. Bien sûr, il n'a échappé à absolument personne que l'actualité nous demandait urgemment d'aborder entre nous le sujet et de nous laisser éclairer par les lumières d'Anne-Marie qui connaît ce sujet à fond. Je vous propose que nous fonctionnons sur le format suivant, comme lors des précédents cycles. Essayons de ne pas excéder 1 heure, parce que on est nombreux, par exemple, à travailler. On est en fin de journée, on n'a peut-être pas forcément très envie que ça dure beaucoup plus longtemps. 1 heure, c'est bien comme format. L'exposé d'Anne-Marie pourrait faire 35-40 minutes, quarantaine de minutes, 40, parce que bon, sinon, 40. j'y arriverai pas. Bon. Et puis ensuite, comme dans les autres réunions, eh bien, il y aura la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de poser des questions à Anne-Marie, à laquelle je cède à présent donc la parole. Bon, ben merci beaucoup Alain et bonsoir à tous. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux pour un sujet qui effectivement est très d'actualité, très chaud aujourd'hui. Et le but de cette formation, c'est de vous donner des arguments pour que vous puissiez discuter, débattre avec vos voisins, votre famille et tous les agriculteurs que vous rencontrerez et les simples citoyens qui se posent maintenant et fort heureusement des questions. Alors, tout au long de cette présentation, je vous parlerai des outils que j'ai créés justement pour vous aider, pour vous donner des arguments. Ce sont des vidéos, ce sont aussi des articles dans la revue des Patriotes, des filles souverainistes. Et donc, ça serait bien que vous puissiez les diffuser à vos adhérents, chacun dans son secteur, parce que bon, certains sont sous-utilisés. J'ai pu le remarquer. Ce matin, j'ai discuté avec Eric Richermoz, qui est notre maître informaticien, et j'ai réussi à le convaincre que les vidéos du pôle d'expertise soient basculées
sur le site des Patriotes, parce que sinon, ben, voyez, moi, j'ai fait une conférence il y a 2 ans et demi, en 2023, mai 2023, dans laquelle je parlais déjà de tous les thèmes que nous abordons aujourd'hui, tous les thèmes, on va dire, que ça soit, bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle n'a fait que à peine un peu plus de 500 vues, quoi, ce qui n'est pas normal. On a 42 000 adhérents et normalement, elle aurait dû en faire beaucoup plus. Et ma conférence n'est pas la seule. Il y a toutes celles des autres sur l'énergie, sur l'école, dans plein de domaines passionnants. Et il serait absolument important que nos adhérents aient accès. Et donc, Eric m'a promis qu'il allait s'en occuper, de les rendre plus visibles. Elles seront donc sur le site des Patriotes, mais avec un lien sur le site du pôle d'expertise. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, vu que je dispose de très peu de temps, il est 19h10, donc je vais prendre jusqu'à 19h45. Euh, vous m'excuserez. Je vais procéder de manière thématique. Bon, pour ce qui est des abattages, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des vidéos, des émissions, etc. et commencent à avoir pas mal de connaissances sur le sujet parce que c'est justement un sujet d'actualité. Bon, il faudra quand même en parler, mais je garde ce sujet pour la fin parce que le cœur de notre programme, c'est quand même le Frexit. Et donc, il me faut parler en premier du libre-échange. Voilà. Le libre-échange qui est en train de tuer notre agriculture à petit feu, contrairement aux abattages qui tuent nos élevages d'un coup massif et massu dernièrement et sur une durée plus courte. Le libre-échange a tué notre agriculture, est en train de la tuer depuis déjà des décennies, et dans le silence le plus total. Alors, on va commencer par ça. Alors, contrairement à ce que j'entends souvent, l'Union européenne n'a pas commencé en 2007 avec le traité constitutionnel européen, ni même en 1992 avec le traité de Maastricht. En fait, il a commencé beaucoup plus tôt, en 1957 avec le traité de Rome. Et pour ce qui est de l'agriculture, c'est 5 ans plus tard, en 1962. Voilà. À partir de 1962, l'application pour l'agriculture est sortie et ça s'appelait la PAC, la politique agricole commune. Et c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, sauf qu'entre-temps, elle s'est renforcée, elle est devenue de plus en plus dictatoriale. Alors, les objectifs affichés de la PAC, c'était de nourrir toute la population européenne. À l'époque, il n'y avait que 6 États membres, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Et donc, bon, c'était plus facile à gérer, bien évidemment qu'aujourd'hui nous sommes 27 et là c'est plus problématique, ce qui explique que la Commission européenne tente par tous les moyens de supprimer la règle de décision à l'unanimité, ce qui donnait un droit de veto aux États membres. Aujourd'hui, ils essaient de passer dans tous les domaines à la règle de la majorité qualifiée et évidemment, on est totalement obligé d'obéir, contrairement à ce que disent tous ces partis politiques, et on est pieds et poings liés devant les directives européennes. Alors, donc, les objectifs, ben, peut-être nourrir la population, ça a été à peu près réalisé. Par contre, pour ce qui est du second objectif, c'est-à-dire les revenus des agriculteurs qui devaient être décents, ben alors là, les agriculteurs les attendent toujours. Et en fait, la PAC définissait également les moyens d'arriver à ces deux objectifs, c'était de moderniser l'agriculture. Alors, les objectifs, en fait, réels, c'était surtout de créer un marché unique pour avancer pas après pas vers la mondialisation des échanges, ce qui est Oui. arrivé à partir de Maastricht, hein, et encore plus depuis le traité européen. Donc, ça supposait la suppression des frontières et des taxes douanières pour établir le libre-échange intégral entre les marchandises dans tous les États membres. Et le libre-échange, ça suppose qu'on n'a plus le droit de faire du protectionnisme, on n'a plus le droit de mettre des taxes douanières pour protéger nos produits nationaux.
Donc, la doctrine du libre-échange, il faut le savoir, hein, elle est née en Angleterre au XVIIIe siècle et elle s'est renforcée au cours du XIXe siècle, au XVIIIe, elle est née, elle s'est renforcée au cours du XIXe siècle et elle est devenue toute puissante chez nous à partir du XXe siècle, des années 1950, parce que, eh bien, à la suite, comment dire, sous l'influence de l'idéologie américaine qui nous a été imposée après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, évidemment, la suppression des frontières douanières, ça crée une concurrence directe avec les produits étrangers. Et cette concurrence peut très vite devenir déloyale. Et surtout lorsque l'Union européenne s'est étendue, enfin la communauté économique européenne, comme on l'appelait à l'époque, a subi des élargissements successifs, avec un premier élargissement vers le nord en 1973 avec l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark, enfin le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Ensuite, un second élargissement au sud dans les années 80 avec l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Donc là, on a eu la concurrence de tous les produits maraîchers, les fruits et les légumes. Donc déjà, on a eu des agriculteurs ruinés déjà dès cette époque-là, puisqu'évidemment, ça n'était pas produit dans les mêmes conditions que chez nous. Et enfin, dans les années 90, ça a été l'élargissement vers l'Est, après l'effondrement de l'URSS et l'entrée de tous les pays de l'ex-bloc socialiste dans l'Union européenne, avec la concurrence qu'on connaît aujourd'hui de tous ces pays de l'Est, et en plus aujourd'hui de l'Ukraine, qui, bien que n'étant pas dans l'Union européenne, bénéficie d'avantages très, très, très avantageux, enfin, de, de critères, non, pardon, de règles très avantageuses pour ces exportations. Alors, aujourd'hui, donc, on a 27 États membres et les anciens, ceux qui fondaient le noyau central, dont principalement la France et l'Allemagne, nous finançons le développement de l'économie et donc de l'agriculture des autres pays qui viennent nous faire concurrence. C'est-à-dire que si notre budget est déficitaire, c'est-à-dire que nous payons davantage que ce que nous recevons, nous perdons chaque année environ 15 milliards d'euros, eh bien, c'est parce que nous finançons le développement économique de tous ces pays qui ont un niveau économique inférieur au nôtre et qu'après, grâce à cette modernisation, ils viennent concurrencer nos produits sur notre propre marché. Donc, vous voyez un petit peu à quel point l'Union européenne nous est absolument contraire à nos intérêts et pourquoi il faut en sortir au plus vite. Alors, les moyens qu'avait fixés la communauté économique européenne au départ dans cette politique agricole commune, c'était principalement la modernisation parce que il fallait que la France nourrisse les 5 autres États membres, puisque la France, je vous le rappelle, était dans les années 60 la plus grande puissance agricole au niveau européen et la seconde au niveau mondial. Donc, c'est surtout sur la France qu'on comptait pour nourrir les 5 autres États membres. Et donc, il fallait se moderniser à marche forcée. Et alors, cette modernisation, elle est passée par plusieurs moyens. Elle est passée par la mécanisation. Donc, on a vu arriver les tracteurs dans un premier temps et ensuite tout un tas d'engins agricoles de plus en plus sophistiqués. Ensuite, ça passait aussi par la sélection des semences et leur hybridation. Et leur hybridation, c'est-à-dire que, évidemment, ça avait l'avantage de donner un rendement plus important, mais après, ça avait l'inconvénient aussi d'avoir des semences qui apportaient moins d'éléments nutritifs, hein. Donc, au niveau de l'alimentation, on n'y a pas gagné. Et surtout que par la suite, en fait, les recherches comment dire, vers une sélection des semences sont allées vers une recherche vers comment dire, la manipulation du génétique de ces semences. Donc, on est arrivé vers les OGM, donc que l'Union européenne voulait nous imposer. Et là, nous en sommes à la deuxième génération d'OGM, que l'Union européenne est en train de faire passer en catimini.
Voilà, donc c'est passé également par l'adoption des intrants chimiques. Par exemple, on a abandonné les engrais organiques pour passer aux engrais chimiques. On a on a adopté tout un tas comment dire, de produits chimiques qu'aujourd'hui on appelle les pesticides, mais qui en fait sont des insecticides pour détruire les insectes ravageurs et des fongicides comment dire, guérir, pour empêcher les maladies comme le mildiou, la rouille, etc., etc. Il y en a plein, il y en a de plus en plus des maladies de toute façon. C'est comme pour la chimie dans la pharmacie, hein. On détruit d'un côté et on a un effet secondaire pire de l'autre, quoi, hein. Voilà. En fait, le dernier moyen, c'était le remembrement. Le remembrement, ça consistait à faire place nette pour le passage des engins agricoles et donc à regrouper les parcelles de terrain entre voisins notamment pour faire des parcelles beaucoup plus grandes. Et pour cela, on a abattu des haies, des petits chemins creux, des murettes, etc. Bon, vous aurez beaucoup de détails sur tout cela dans la conférence que je vous recommande vivement d'aller voir donc sur le site du pôle d'expertise et des patriotes. Alors, les patriotes, que pensent-ils par rapport à tout ça? Attention, nous ne sommes pas des passéistes qui veulent revenir 60 ans en arrière et supprimer toute mécanisation, hein. La mécanisation a permis à nos agriculteurs d'avoir un métier beaucoup moins pénible, hein, parce que bon, le métier était extrêmement pénible avant. Et, et donc, il n'est pas question de leur enlever les tracteurs ni rien de tout ça. Bon, bien sûr, il faut éviter comment dire, une mécanisation à outrance, hein. Il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre. Mais surtout, le but des patriotes, c'est de relocaliser en France toute cette production d'engins, parce qu'avant, nous avions, dans les années 60 et même 70, et il y en a qui ont disparu même dans les années 90, tout un ensemble d'entreprises dans ce secteur donc de la mécanique agricole et même Renault en fait qui fabriquait des tracteurs. Vous en voyez peut-être de temps en temps dans des vieilles granges des tracteurs jaunes Renault. Et ben voilà, c'était ces tracteurs qu'on a abandonnés pour importer les tracteurs verts allemands ou les tracteurs rouges américains là. Bon, vous retrouverez les marques dans l'autre conférence là, dont je vous parlerai jusqu'à la fin plusieurs fois parce que je veux vraiment que vous ayez envie d'aller la voir. Donc voilà, la mécanisation, on ne va pas la supprimer. Par contre, pour tout ce qui est intrants chimiques, il va falloir faire très attention parce que ça pollue non seulement les plantes, mais les sols. Et donc, il va falloir demander à l'INRA de travailler là-dessus. L'INRA est l'Institut national de la recherche agronomique. Et aujourd'hui, on a rajouté un E environnemental. Bon, il va falloir nettoyer les sols, il va falloir de plus en plus aller vers une agriculture vertueuse qui n'utilise le moins possible de produits chimiques. Mais attention, on ne pourra pas faire ça du jour au lendemain quand même, sinon on ruine tous nos agriculteurs. Donc, il va falloir mettre le paquet sur la recherche agricole, la recherche fondamentale. Et on va utiliser pour cela tous les gens qui sont des experts en la matière. Bien sûr, il y a Monsieur Bourguignon, mais il y en a plein d'autres, tout en sachant que ce qui est bon dans un jardin n'est pas forcément applicable sur une grande surface. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de nos écologistes professionnels. Voilà, donc une politique, on va dire, raisonnable. Il faudra soutenir nos agriculteurs le temps de cette transition qui est absolument indispensable, bien sûr, parce qu'il faut penser à notre santé hein, et à celle de ceux qui viendront après nous. Mais pendant la période transitoire, il faudra soutenir nos agriculteurs et notamment ceux qui sont le plus en difficulté, c'est-à-dire les petites exploitations familiales. Voilà, voilà. Alors, les conséquences à cette époque-là de la modernisation, eh bien, ça s'est fait, comme je le disais, à marche forcée.
Il ne faut pas croire, comme certains le disent et comme je vois dans des commentaires sous des vidéos, qu'ils sont allés de gaieté de cœur vers tout ce système productiviste. Ça, c'est faux. Quiconque a connu les années 60 sait que on a exercé des pressions phénoménales sur nos agriculteurs, notamment le Crédit Agricole, hein, puisque c'est la banque qui a été créée à cet effet pour leur dire, vous n'avez pas l'argent, bien écoutez, c'est pas grave, n'ayez pas peur, on va vous prêter de l'argent. Voilà. Et puis après, il y avait tous les techniciens de la DDA, hein, de la Direction départementale de l'agriculture, qui venaient et qui disaient, mais si vous ne vous modernisez pas, vous allez mourir, vous allez faire faillite parce que vos voisins, eux, ils vont le faire. Et donc, votre blé, vous allez le vendre plus cher que lui, et donc, etc., etc. Donc, ils ont subi des pressions phénoménales. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, certains ont accepté, certains se sont endettés. Mais quand je dis endettés, c'est vraiment beaucoup. Euh, et, euh, et surtout de plus en plus maintenant, parce que l'endettement, c'est quelque chose qui est exponentiel, vous le savez. Et donc, certains ont accepté cela, d'autres ont fait faillite, d'autres ont refusé, ils approchaient de la retraite, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce cercle infernal. Eh bien, leurs terres ont été vendues et donc, soit les voisins les ont achetées, soit à l'époque, c'était les années 60, les années 70, eh bien, ce sont des étrangers qui sont venus les acheter, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu énormément de terres qui sont aujourd'hui entre les mains d'étrangers. Donc, il faut savoir que cette période des années 60, 70 et un peu aussi les années 80, eh bien, avec toutes ces faillites d'exploitation agricole, eh bien, ça a provoqué un immense exode rural, c'est-à-dire un départ des populations de la campagne vers la ville et un développement urbain aussi extrême avec construction d'immeubles dans la périphérie des villes. Alors, c'était pas seulement pour accueillir les familles d'agriculteurs, évidemment, et tous les gens qui avaient subi les conséquences. C'était aussi pour accueillir à l'époque des immigrés. Mais bon, à l'époque, ce qu'on appelait des immigrés et non pas des migrants. Mais bon, en tout cas, il y a eu un énorme exode rural puisque en 1954 et jusqu'aux années 60, la population agricole, la population active, pardon, française comptait plus d'un quart d'agriculteurs, entre 26 et 27% d'agriculteurs, et encore le chiffre est sous-estimé dans la mesure où on ne comptabilise pas là-dedans les épouses des agriculteurs et les enfants qui travaillaient à la ferme, parce que tout simplement, ils n'étaient pas déclarés. Il n'y avait pas les systèmes de sécurité sociale et tout ça. Donc, au bas mot, 27%, on peut raisonnablement estimer à 32% en fait la population agricole qui a dû partir des campagnes, avec bien sûr derrière la population rurale, c'est-à-dire tous leurs clients, tous leurs fournisseurs, les petits commerces, les petits artisans, etc., etc., qui ont été ruinés dans la foulée. Donc, c'est véritablement un exode rural à tel point que aujourd'hui, la population active agricole, bon, quand j'ai fait ma conférence, là, la première, il y a 2 ans et demi, elle était à peine en dessous de 5%, les agriculteurs. Ben, aujourd'hui, je crois qu'elle est même pas de 2%, quoi. On va vers les 1%, quoi. C'est absolument catastrophique. Et c'est une perte en 3 décennies, entre les années 60 et 1992, c'est-à-dire le traité de Maastricht, eh bien, on a perdu 65% de nos exploitations agricoles. 65%. Voilà, à tel point qu'il y a un sociologue connu, j'ai oublié son nom, qui a pu parler, qui a pu dire que l'exode rural qui a frappé nos campagnes, c'est en fait le plus grand plan social, enfin qui a frappé surtout nos agriculteurs, c'est en fait le plus grand plan social de notre histoire de France. Vous imaginez un peu, hein? Voilà. Alors arrive 1992. En 1992, c'est le traité de Maastricht. L'Union européenne est déjà bien élargie. Et le traité de Maastricht, entre autres choses, va abattre les frontières qui jusque-là protégeaient l'Union européenne. Il y avait la libre circulation en interne dans l'Union européenne, mais par contre, il y avait des protections douanières en externe. Eh bien là, les protections douanières vont voler en éclats.
et nos agriculteurs vont subir la concurrence massive bien, du monde entier. Voilà, du jour au lendemain. Alors, l'Union européenne, la Commission européenne va se faire un plaisir de signer des accords de libre-échange avec tout un tas de pays, le Canada, le Chili, l'Égypte, et bientôt, là, il va y avoir l'Inde. Là, ça va être un désastre pour notre agriculture. Mais aussi, à partir de 1992, il va y avoir création d'autres zones de libre-échange. L'Union européenne était la première, elle était expérimentale en quelque sorte, et à partir de 1992, il va y en avoir plein d'autres, et notamment l'ALENA pour l'Amérique du Nord, le Mercosur pour l'Amérique du Sud, l'ASEAN pour les pays d'Asie du Sud-Est, et d'autres encore. Et la Commission européenne, qui évidemment a pour but de détruire nos États-nations et notre agriculture, eh bien, va signer des traités de libre-échange entre zones, entre ZFE, entre ZLE, entre zones de libre-échange. Elle a essayé avec la LENA. Bon, ça a très mal tourné, là, vous savez, on a essayé avec les États-Unis et le Canada. Mais si vous faites entrer le Canada dans l'accord de libre-échange, les États-Unis, ils sont par voie de conséquence, vu que la frontière, la frontière douanière entre le Canada et les États-Unis, elle a disparu. Mais il va y avoir aussi le Mexique. Donc, il y a eu une levée de bouclier par rapport au CETA, là, au Canada. Et donc, mais quand même, on y est dedans. Hein. Ça y est, ça va être signé, mais elle est déjà donc en cours d'expérimentation, donc elle s'applique concrètement à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Alors, les conséquences de tout ça, bien sûr, c'est la concurrence frontale des importations pour nos productions nationales. Ce sont les prix des denrées alimentaires qui s'effondrent littéralement parce que les centrales d'achat des grandes surfaces, puis des firmes agroalimentaires qui font la transformation des matières premières en produits finis, eh bien, ils exercent des pressions et même du chantage sur nos agriculteurs. Vous ne voulez pas vendre à tel prix? Bon, ben, très bien, moi je vais importer, hein, je vais importer. C'est beaucoup moins cher en provenance de tel ou tel pays. Hein. C'est le rôle de notre Rousseau, là, le président de la FNSEA, qui est président également d'entreprises multinationales de l'agroalimentaire et qui donc se fait un plaisir de faire concurrence à ses propres agriculteurs qui sont dans son propre syndicat. Voilà. Bon, évidemment, avec tout ça, on a eu des faillites en chaîne chez nos agriculteurs. Ça a été vraiment une hécatombe. Et puis, la conséquence ultime de tout ça, elle est gravissime, c'est que nos jeunes, eh ben, voyant que comment dire, les prix ne sont plus rémunérateurs, voyant que ben, leurs parents sont endettés, voyant que ben, ils travaillent 50 heures par semaine alors qu'ailleurs ils pourraient travailler 35 heures par semaine, et même 50 heures par semaine pour les éleveurs, c'est même 70 heures par semaine. Donc, évidemment, ils n'ont plus envie de prendre la relève de leurs parents. Et là, ça, c'est gravissime. Alors, il nous reste encore des jeunes qui reprennent l'exploitation familiale et franchement, je les supplie comment dire, de tenir bon, de garder l'espoir parce que, bon, en attendant que nous ayons fait ce fameux Frexit, en attendant que nous ayons un gouvernement patriote et que nous puissions leur venir en aide, ce qui, je l'espère, ne sera pas trop long. Mais bon, en attendant, il faut savoir que c'est très, très difficile. Voilà pour eux. Et bon, enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, je crois que vous avez compris. Alors, la conséquence de tout ça, c'est sur l'autosuffisance alimentaire du pays. Moi, j'en ai parlé déjà depuis ma première conférence là en mai 2023. Je l'ai écrit et je l'ai développé longuement dans un article dans notre revue des Patriotes qui s'appelle Le défi souverainiste, plus précisément dans le numéro 4 que je vous recommande vivement, hein, pas simplement pour mon article, mais pour tous les autres, hein, puisqu'il y a des articles de bon niveau dans cette revue. Et je remercie Alain Avello de passer beaucoup de temps et d'y consacrer beaucoup d'énergie, parce que c'était absolument indispensable, cet outil.
Et ben voilà, on l'a. Et ben maintenant, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on s'en serve, il faut que on le fasse connaître. Donc, l'autosuffisance alimentaire, eh bien, il est bien évident que quand on subit la concurrence de pays extérieurs et qu'on a des prix supérieurs pour diverses raisons. Alors, pour quelles raisons? Je crois que j'en ai déjà parlé. Nous n'avons pas du tout les mêmes comment dire, conditions sociales en France que dans le reste du monde. Et contrairement à Monsieur Zemmour et à Madame Maréchal, nous ne nous en plaignons pas parce que nous ne sommes pas des ultralibéraux, des mondialistes ultralibéraux. Nous ne nous en plaignons pas. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut revoir. Je suis d'accord là-dessus. C'est évident qu'il faut éviter des abus, mais un système social, il ne faut pas l'attaquer. Nous avons des salaires décents, nous avons un salaire minimum, nous avons des cotisations sociales et c'est normal parce que chacun a droit à la santé, chacun a droit à la retraite. Nos ancêtres se sont battus pour obtenir tout ça, donc on ne va pas démolir le système social, mais par contre, il faut savoir que les pays euh, qui nous importent des denrées alimentaires, eh bien, il y a le travail des enfants, il n'y a pas de système de santé et de sécurité sociale, et donc c'est épouvantable. Les salaires, ben, ils sont payés au lance-pierre. Donc voilà la concurrence qui nous est faite. Et alors, elle n'est pas simplement dans le domaine social, elle est aussi dans le domaine sanitaire, hein. Il n'y a aucune réglementation. On reçoit, par exemple, là, avec le Mercosur, ben, l'élevage, ça va être de l'élevage industriel avec des dizaines de milliers de vaches serrées les unes contre les autres qui ne voient jamais le jour. Pareil pour les poulets. Et elles sont nourries avec des OGM, avec des hormones de croissance, avec tout un tas de cochonneries qu'on va retrouver dans notre assiette. Donc, non, il ne faut pas renoncer à nos règlements sanitaires, pas plus qu'à nos règlements environnementaux, sauf environnementaux, ce qui est normal. Il faut protéger notre environnement pour nous et pour les générations qui viendront après nous. Mais il faut évidemment enlever toutes ces réglementations stupides que l'Union européenne impose à nos agriculteurs. Et sur 10 réglementations, il y en a une de bonne, il y en a 9 qui sont absolument idiotes, quoi, et qui sont là juste pour les entraver leur travail, pour leur mettre des obstacles, etc. Donc là, il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à tout ça. Enfin, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'être le pays souverain que nous étions et la grande puissance agricole qui nourrissait toute sa population et qui même exportait, puisqu'on exportait du blé, on exportait de la viande de qualité, je précise, on exportait des vins et spiritueux, eh bien, voilà, on a dégringolé, mais aujourd'hui, on est un pays qui importe la moitié de ce qu'il consomme. Ce qui est un scandale, vous l'avouerez, quand on pense que l'Union européenne était censée être là pour nous aider, quoi. Voilà. Donc, ben, tout ça, il va falloir y mettre fin. Nous ne sommes plus un pays souverain et indépendant sur le plan alimentaire. Cela a des conséquences. Ça veut dire que n'importe quel pays et n'importe quelle grande puissance peut exercer des pressions et même du chantage à la famine en nous coupant les approvisionnements en produits alimentaires. Et ce n'est pas simplement des fantasmes ni du complotisme, puisque les États-Unis ont théorisé la chose dès les années 1950. Hein, l'État profond américain a théorisé cela. C'est ce qu'ils appellent la food weapon, l'arme alimentaire. Hein. C'est une arme aussi efficace que beaucoup d'autres. Et c'est celle qu'ils sont en train de nous appliquer. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent supprimer nos élevages. Hein, vous le savez tous, l'Union européenne a décidé de supprimer 25% de notre élevage bovin laitier et 33% de notre élevage bovin de viande. Voilà, ben ça c'est la conséquence de la food weapon, de l'arme alimentaire. Donc c'est pour ça qu'il faut nous battre bec et ongle pour défendre nos éleveurs. La food weapon, aujourd'hui, nous sommes en train de devenir, dans les années 80 encore, nous disions, il y a des pays développés, des pays sous-développés, hein, c'était l'Afrique, l'Asie, etc. Ben, aujourd'hui, nous sommes en voie de devenir un pays sous-développé. Il faut en avoir conscience.
Et donc, il faut y mettre fin le plus vite possible. Alors, nous avons la dépendance des importations, nous avons aussi la dépendance des semenciers. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les semences, avant, les paysans gardaient une partie de la récolte par devers eux, au moment de la récolte, donc en été, et en automne, ils ressemaient leurs propres semences. C'était gratuit. Bien, aujourd'hui, nos paysans dépendent des semenciers qui sont des firmes agro-industrielles, toujours les mêmes, Bayer, l'allemand Bayer, Monsanto, Syngenta et d'autres, qui sont en fait très peu nombreuses et qui, du coup, possèdent un monopole là-dessus. Et elles possèdent un monopole d'autant plus qu'elles ont breveté les semences. Donc, ça leur appartient. Et si on veut se les procurer, il faut les acheter. Évidemment, vous imaginez que le prix, il est conséquent. Donc, non seulement ça ruine nos agriculteurs, mais en plus, ce sont des semences brevetées, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et en plus, elles ne sont pas très bonnes pour notre santé. Nous, on veut revenir aux semences fermières. Voilà. Alors, ça va être une grande bataille, ça, hein, contre les multinationales, là, hein, que je vous ai citées, mais il faudra y revenir quand même, parce que notre santé, notre alimentation, c'est sacré. Donc, le programme des Patriotes, je vais vous le dire très, très rapidement, parce que l'heure tourne. Non, on va sortir de l'UE, évidemment, pour retrouver notre souveraineté, notre possibilité de mettre des taxes douanières et donc de mener une politique protectionniste. N'importer que ce que nous ne pouvons pas produire chez nous. Et en principe, nous pouvons tout produire puisque nous avons tous les types de sols, tous les types de climats, tous les climats tempérés, océaniques, continental, méditerranéen, mais aussi nous avons avec notre outre-mer des climats tropicaux. Nous avons même avec la Guyane un climat pardon, équatorial, donc on peut tout produire. Alors évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra faire tout ça. Il y a toujours des secteurs qui sont en tension, mais ça ne veut pas dire qu'on va se fermer, qu'on va rien importer. Et attention, hein, on n'est pas comme ce qu'on essaie de nous faire passer, des gens qui veulent se refermer sur eux-mêmes. Non, on continuera à importer. Mais dans la mesure du possible, on développera l'agriculture de manière à pouvoir produire tout, tout ce qui est nécessaire à l'alimentation humaine sur notre propre territoire et de manière à être donc souverain, tout simplement. Par contre, on n'exportera que les produits que lorsque la demande intérieure sera satisfaite. Il n'est pas question d'exporter des viandes, surtout des viandes de bonne qualité, tant que la demande intérieure n'est pas satisfaite là-dedans, quitte à subventionner nos agriculteurs pour qu'ils puissent vendre sur le marché français. Voilà. Après, bon, retour aux semences fermières, je l'ai dit, interdiction des OGM, des semences brevetées, des pesticides, des élevages industriels, bien évidemment, et pas seulement parce que ça produit de la cochonnerie, mais aussi par respect pour les animaux, puisque ça fait partie du programme des Patriotes et nous tenons tous à le respecter. Donc, grand programme de recherche par l'INRA, pardon, pour des méthodes de retour à une agriculture plus vertueuse, respectueuse des sols, de l'environnement. Grand programme, oui, voilà, tout ça, c'est un grand programme en fait de relance de l'agriculture tout court, hein, avec des aides massives pour les agriculteurs en difficulté, comme je le disais, avec une priorité donnée aux exploitations familiales et une priorité absolue pour ceux qui sont en polyculture élevage. Voilà. Alors, on va arriver aux abattages des troupeaux parce que, bon, je suppose que malgré que vous regardiez plein de vidéos, ben voilà, il y a peut-être des choses encore qui vous échappent. Donc, je ne vais pas tout dire parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec 3 éleveurs. Alors, cette vidéo, par contre, elle est sur le site des Patriotes, d'ores et déjà, avec 3 éleveurs victimes d'abattage. Donc, on a passé presque tout en revue, hein. Mais à l'époque, c'était pour la tuberculose bovine. Et la tuberculose bovine dans le département de la Dordogne, dans le nord de la Dordogne, où nos militants patriotes étaient sur place et je les en remercie fortement. Voilà. Donc, allez voir cette vidéo, il y a beaucoup de choses, même si la maladie est différente, en fait, les principes sont les mêmes et on va le voir tout de suite. Alors, pour la DNC, la dermatose nodulaire
contagieuse. Il faut savoir qu'au début de la crise, au mois de juin, on appelait cela la dermatose nodulaire bovine, tout simplement. Ce qui en dit long, si on est passé à dermatose nodulaire contagieuse, ça dit quand même beaucoup de choses. Donc, c'est une maladie endémique dans les pays tropicaux. Elle se soigne naturellement ou par vaccination, hein, mais c'est une vaccination conventionnelle, hein. Il n'y a pas d'ARN messager. Il n'y a pas d'abattage systématiquement, sauf des vaches malades. Et le reste du troupeau est isolé. Vous comprenez bien que dans des pays pauvres, on ne va pas s'amuser à abattre les troupeaux alors que la population ne mange pas à sa faim, hein. Voilà. Cette maladie n'est pas mortelle. En fait, la mortalité est entre 0,1%. On en a vu l'exemple, par exemple, à La Réunion, à l'île de La Réunion, où elle s'est déclarée en 1992. On n'en a pas parlé à l'époque, hein, mais grâce à la vaccination, elle a été éradiquée très rapidement. Elle s'est déclarée également dans les Balkans, c'est-à-dire que c'est arrivé des pays tropicaux et c'est remonté en Europe du Sud-Est, dans les Balkans, entre 2015 et 2017. Là aussi, la vaccination a été encouragée et attendez, par l'Union européenne, hein. Tout ça, ça a été encouragé par l'Union européenne qui a même fourni les vaccins, hein. Eh bien, on est abouti à l'éradication et à tel point qu'on n'en a plus parlé après. Bon, voilà, Jean-Marc Sabatier du CNRS, que vous connaissez tous et qui était présent dans une table ronde aux Assises de la souveraineté à Arras. Jean-Marc Sabatier, eh bien, dit que la mortalité est de moins de 1%. Alors, comparé avec ce que dit notre gouvernement, notamment notre ministre Annie Genevard, dit que la mortalité est entre 10 et 45%. Donc, vous voyez la différence. On crée un effet de panique. Du coup, nos éleveurs sont complètement aux abois. La population se dit, ah ben oui, quand même, c'est normal qu'on abatte. Et voilà. Sauf que là, bon, on a passé une ligne rouge et je crois que même la population est en train de comprendre ce qui se passe. C'est une maladie donc transmise par un insecte piqueur, un genre de thym. Et je pense que vous savez tous que les thym, en hiver, l'activité des thym et des insectes piqueurs, elle est quand même réduite, quoi, hein. Voilà, c'est un animal quand même qui aime la chaleur. Elle est très peu contagieuse. En fait, très peu de vaches en meurent. Car les vaches, notamment qui vivent dehors en plein air, ont contracté une immunité naturelle qui leur permet de résister. Et d'ailleurs, beaucoup de vétérinaires, quand ils analysent les cadavres des animaux dans les abattoirs, téléphonent à l'éleveur pour lui dire, mais votre vache, elle n'a rien. Elle a été en contact avec la maladie, peut-être, c'est ce qui s'est passé pour la tuberculose. Elle a été en contact avec la maladie, mais son immunité a permis de la combattre et il lui reste encore des petits ganglions sous la peau, mais elle n'est absolument pas, à l'heure actuelle, elle n'est absolument pas malade, votre vache. Enfin, elle était, parce que là, elle est morte. Bon. Et ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vétérinaires des abattoirs qui le disaient, mais ils ont subi des pressions. Mais le lendemain ou dans les heures qui suivent, il y a les vétérinaires de l'État, c'est-à-dire ceux qui dépendent des services de l'État et de la préfecture, qui appellent l'éleveur pour lui dire, mais si, votre vache elle est malade, il va falloir abattre tout le troupeau. Et donc, ben voilà, des exemples on en a, et notamment j'en parle dans ma vidéo là, mais j'en ai eu depuis un autre, malheureusement, dans les Pyrénées-Atlantiques, une pauvre éleveuse avec qui je suis en contact, avec qui je vais peut-être faire une vidéo, ben, la pauvre, elle est dans l'angoisse parce que, bon, elle se demande ce qui va lui arriver là. Et donc, bon, cette maladie, bien entendu, n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact, ni par ingestion de viande, ni par ingestion de lait. Donc, l'abattage du troupeau n'est absolument pas nécessaire. La mise en quarantaine du troupeau est parfaitement suffisante et il faut éventuellement abattre les vaches malades à condition de vérifier qu'elle est vraiment malade. Donc, nos paysans, ils demandent une contre-expertise qui leur est refusée. Alors que pourtant, il faut savoir que le laboratoire qui fait les analyses, c'est un laboratoire d'État, ce qui explique aussi qu'on leur refuse les contre-expertises. Bon, le test n'est pas fiable, ça je vous l'ai dit, hein, ça avait été déjà déclaré au moment de la tuberculose il y a 2 ans, en 2023, en Normandie.
Bah déjà, les vétérinaires eux-mêmes disaient, mais ces tests, ils ne sont pas fiables. Bah, le problème, il n'a pas changé depuis, ils sont toujours pas fiables. C'est-à-dire qu'on fait tourner, ça dépend du nombre de cycles qu'on fait, hein, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Voilà, et si on le fait tourner trop longtemps dans le cycle, on peut tomber sur des vieilles maladies que les vaches ont eues il y a 10 ans, quoi. Voilà. Il faut savoir aussi qu'Alexandra Henrion-Code a fourni une liste de remèdes naturels efficaces. J'ai relayé sur mon compte Twitter et sur mon compte Facebook. Donc, vous pourrez trouver tout ça sur le compte d'Alexandra Henrion-Code, qui était extrêmement courageuse parce qu'elle prend des risques là en faisant cela. Donc, il faut vraiment l'encourager. Il faut savoir aussi que la coordination rurale et la confédération paysanne, qui d'habitude, pouvait pas se voir en peinture, disons-le, et avait des divergences, allez, on va le dire avec un euphémisme, avec des divergences fondamentales, eh bien, se sont alliés sur la cause des abattages parce que, évidemment, ils ont compris que s'il y avait urgence à le faire, vu le nombre d'exploitations qui allaient en être victimes, et qu'ils sont d'accord. Ils réclament le même protocole, à savoir abattage sélectif des bêtes malades, mise en quarantaine du reste du troupeau avec des contre-expertises, etc., des tests réguliers et vaccination généralisée. Alors, sur la vaccination généralisée, ben, peut-être vous aurez des choses à dire. Bon, apparemment, d'après ce que l'enquête que moi j'ai faite, cette vaccination ne serait pas dangereuse. Il n'y aurait pas d'ARN messager et bon, enfin bon, ça peut se discuter. Moi, je n'affirme rien catégoriquement, mais apparemment, ça aurait guéri les troupeaux, aussi bien à La Réunion en 92 que dans les Balkans en 2015 et 2017. Anne-Marie, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Tu es sur le point de conclure, il me semble, non? Oui, j'ai terminé là pratiquement. Oui, oui. Si je peux, deux Pas trop minutes. débordé, oui. En quoi l'Union européenne est-elle responsable? Et ça, il faut absolument le savoir parce que, en fait, l'Union européenne laisse le choix aux États membres soit d'abattre, soit de ne pas abattre. Et du coup, les syndicats et notamment la coordination rurale s'abritent derrière cela pour dire c'est pas la faute de l'Union européenne, c'est une surtransposition au niveau français. Alors, c'est vrai, sauf que l'Union européenne a fait l'injonction aux pays États membres de supprimer, pour des considérations climatiques totalement ridicules, parce que les vaches pèteraient et émettraient du méthane, d'éliminer une partie de leur cheptel. Et pour la France, ça a été le coup dur. Elle doit éliminer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers de son cheptel. Donc, en fait, elle a le choix des moyens pour éliminer son cheptel et quand une épidémie arrive fort opportunément, eh bien, elle saute sur l'occasion eh bien voilà, pour éliminer le cheptel. Alors, ben après, il y a des questions aussi. Bon, je vais arrêter là parce que je ne veux pas vous ennuyer trop. Il faut savoir que la France n'est pas un cas isolé. Il y a eu aussi des abattages aux Pays-Bas, en Irlande. Enfin bref, vous verrez tout ça dans mes articles et dans ma conférence. Et il y a d'autres dangers aussi qui menacent l'agriculture, c'est le photovoltaïque et les éoliennes, hein. Là aussi, j'ai fait une vidéo. Euh, euh, c'est gravissime, hein. Il faut savoir que les troupeaux meurent, hein. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo avec 3 paysans qui en sont victimes. Bon, ben voilà, je vais vous laisser parce que je suppose que vous avez pas mal de questions et je suis désolée d'avoir été un peu longue et peut-être si mon débit de parole a été un peu rapide parce que je sentais bon, que je manquerais de temps pour tout dire. Oui, Voilà, je vous laisse la parole. En mais tous les merci cas, beaucoup, un grand bravo à toi, Anne-Marie. absolument, Merci beaucoup. Merci. pour la clarté de l'exposé et puis pour avoir tenu à peu près le délai. Je sais bien combien c'est compliqué Ouf. lorsque le sujet est complexe et voilà, de tenir les délais. Alors, merci encore. Nous allons peut-être, pour ne pas déborder ma crainte, c'est si vous voulez qu'on dure trop longtemps et que ça dissuade un certain nombre d'entre vous de participer aux prochaines, dont j'espère qu'elles seront aussi fréquentées que celles de ce soir. Donc, peut-être qu'on va prendre un certain nombre de questions et puis tu n'as rien, j'imagine, contre Anne-Marie. Je connais ta force de travail et ton dévouement pour qu'éventuellement des questions te soient adressées Bien sûr, par mail auquel tu mais pourras évidemment, mais voilà, répondre évidemment, en différé.
Et je vous dirais même que je le réclame, hein. J'ai envoyé un mail par l'intermédiaire de Daniel, hein, le coordinateur, pour que tous ceux qui ont des contacts parmi les paysans me les fassent suivre et s'ils ont des questions, qu'ils me les posent. Je ne promets pas de répondre là dans l'immédiat, mais je le ferai, bien entendu, je le ferai. Alors, nous avons une première question de Philippe Bonneville. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Il faudrait son Ouais. micro est éteint, là, il faudrait qu'il l'allume. Enlève, clique sur ton Ouais, micro, c'est là. bon, c'est Voilà, bon, c'est bon, c'est c'est bon. bon. Ok. Bon, merci Anne-Marie. Petite Merci. précision sur 1946-1947, l'exode des paysans vers la ville. Oui, C'est la mécanisation qui les a fait partir vers la ville. entre autres. Eh oui, Pas seulement, pas mon, seulement. mon père en faisait partie. Il était vacher, il est arrivé vers la ville. Ben Voilà. oui, mais Donc, oui, moi, il y a eu des emplois supprimés, tu as raison, il y a eu voilà, des emplois supprimés. je suis d'une famille d'agriculteurs depuis 1590, donc je connais un peu le sujet. Euh, Mes ouais, parents aussi ont été victimes de l'exode rural, donc voilà, c'est je ça. peux en parler. Donc voilà, donc et puis il y a aussi aussi le plan Marshall Oui, bien sûr. qu'il faut pas oublier avec la disparition de Rivière Casalis, avec toute cette disparition-là. Ça, c'est les Américains, hein. Hmm, Euh, et puis, il faut quand même faire une aide, un air à Cocopelli. hmm, Cocopelli qui a fait un procès à Bill Gates, à tous ces gens-là qui sont les semenciers, parce que c'est à eux qu'appartiennent les brevets. Les brevets c'est ça. appartiennent à Rothschild et appartiennent à Bill Gates. Hmm, Monsanto, etc., toutes ces firmes-là n'ont pas les brevets. Les brevets appartiennent à Bill Gates puisque Cocopelli s'est retrouvé dans son procès qu'il a gagné. d'accord, Il s'est retrouvé devant les avocats de Rothschild et les avocats de Bill Gates. d'accord. Eh ben, tu me l'apprends. Tu C'est me marqué l'apprends. dans son livre. Tu sais, il y a un gros livre. C'est marqué à la fin. Euh, voilà. Et puis, il faut aussi parler des graines F1 et F2 qui sont pas reproductibles. Oui, C'est-à-dire, c'est ça. ces gens-là, voilà, c'est tout Enfin, à c'est fait. pas qu'elles sont pas reproductibles, c'est qu'en fait, quand on les sème, on n'a pas forcément la même chose l'année suivante. En Oui, fait, c'est pareil, c'est la voilà. même Ben chose oui, parce bien que sûr, ça revient au même. ça revient au même, hein, c'est la même chose. Bien sûr. Et puis il y a quelque chose qui m'interpelle sur les grandes orientations pour un projet patriote. Euh, on dit qu'on arrêtera la PAC et on la remplacera par la PAF. Oui, c'est ça. La politique agricole française fondée sur des circuits courts, la qualité au maximum, le bio et la permaculture. C'est ça. Permaculture n'est pas le bon mot. Non, bien sûr. C'est ça, il va falloir l'enlever. Pourquoi? Aucun. Les agriculteurs aujourd'hui, ce sont des industriels de la terre. La permaculture qui a été en 1970 lancée par l'Australien Bill Mollison s'adresse à des petites surfaces euh, en, en légumes, hein, ou même sur des maraîchages, oui, ça c'est possible. Mais sur par exemple 200 hectares ou 400 hectares, faire de la permaculture, non, Tout à fait. aucun agriculteur euh, Oui. ne pourra fonctionner là-dedans. Ça, Ça, c'est pas vrai. c'était, excusez-moi de te couper, mais ça, c'était aussi mon opinion, mais j'en ai discuté avec Monsieur Bourguignon, qui a expérimenté la chose dans des Mais pays je connais africains bien sur des Bourguignon. grandes Je surfaces. connais Voilà. Bourguignon. Après, moi, Je connais le couple. je ne vais pas me Ouais. dire oui ou moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit possible sur des grandes Mais surfaces. non, Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ça quand même. Voilà. Même Bourguignon, tu peux pas faire sur 200 hectares du BRF. Sur 3 Mm. centimètres d'épaisseur, ça c'est pas possible pour relever les terres. Ça c'est la technique Bourguignon. Mais ça tu peux pas le faire, c'est impossible, techniquement impossible. Et puis il y a une chose qui est aussi impossible, c'est la mentalité des agriculteurs. Ils ne voudront jamais, Non, puisqu'ils non, non, auront. non, non, non. Non, non, là, je suis pas d'accord. Là, je te coupe tout de suite. Nos Non, ils agriculteurs ne voudront sont pas jamais. des monstres. Nos agriculteurs, ils sont Non, non, complètement. non, du tout, du tout, du Nos tout. Non, non. agriculteurs, Moi, c'est complètement. je les connais bien. Ils évoluent, moi Je aussi, vis je les connais. avec eux.
Je Ils vis avec évoluent. eux. Mais non, oui, ils Ils évoluent. évoluent, tout le monde Mais, évolue. Alors, oui, mais on ne pas peut comme pas dire ça. les gens sont comme ça, ils ne changeront jamais. Mais Ils non. évoluent. Alors après, il faut faire la Les différence. mentalités sont les mentalités. Les mentalités agricoles, tu les connais. Moi, je les connais bien aussi. Non, c'est Il y pas a ça, c'est pas plusieurs, vrai. il y a plusieurs types d'agriculteurs. Je peux te dire qu'il y en a Oui, tout à beaucoup qui fait. sont proches de nous et il y en a d'autres qui sont trop engagés dans l'agriculture industrielle pour te dire, bah oui, tu as Beaucoup, raison. beaucoup, Mais beaucoup. les enfants de ceux-là eux-mêmes vont se poser des questions. Je veux dire, il va y avoir une véritable révolution là. Je veux dire, le Frexit, c'est une Oui. révolution. Et il faudra compter sur Mais notre tu peux force pas faire, de tu peux propagande pas aussi. faire Voilà. d'une industrie agricole, tu ne peux pas faire autre chose que de l'industrie. En tout Et cas, il là, faudra tendre vers ça, il faudra une transition, je suis d'accord. Il faudra tendre vers ça et les mentalités changeront. techniquement, la permaculture sur ce genre de système n'est pas réalisable. Bourguignon l'a même dit. Du Donc, qu'est-ce que tu BRF sur préconises pour la 200. France en bref? Qu'est-ce que tu préconises pour la Ah, France mais en moi, bref? mais il y a d'autres solutions. Il y a vraiment d'autres C'est ça, solutions. c'est-à-dire. Mais, et il y a replanter les haies, ce qu'ils sont en train de faire. Oui, non, mais ça, oui, d'accord, Ah ça, non, non, on le sait. c'est replanter des arbres. Non, mais on le sait, ça, oui, oui. Hein. Marc-André Sellos, ça, je te conseille Marc-André Sellos sur les Oui. arbres et sur l'agriculture et les arbres. C'est Mais vraiment même mais extraordinaire. même l'Union européenne le préconise, nos agriculteurs, ils sont en train d'en replanter, là. Je veux dire, il y a des primes pour replanter donc, Oui, je veux ben, il y a dire, eu ça, des primes, c'est, il y a eu des primes pour les arracher. oui, je sais. Mais bon, Hein, après, les voilà. arbres, ça fait des Donc, racines très longues, et je vais voilà. pas prendre trop de temps, mais Oui. c'est un sujet. Moi, le terme permaculture, il y aura personne il n'y a pas un agriculteur qui va voter quand il va voir ça. Hein. Non, Il va mais voter moi, je pour ne nous, hein. préconise pas spécialement la Ça, permaculture. c'est, Je et dis, il va falloir aller vers une agriculture vertueuse, ce qui n'est pas la non, même chose. voilà, C'est évident qu'il va y raisonner, avoir, oui, agriculture raisonnée, raisonner, Alors, voilà. raisonnée, voilà. le terme figure bien dans le livret Oui, oui, programmatique, oui. Je l'ai hein? sous les yeux, c'est pour C'est ça. ça. Ouais. D'accord. Et ça me dérange. Et ça, de toute façon, la permaculture n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour l'industrie. Elle est faite pour les fruits, Le pour Bon, les maraîchage, oui, oui, oui. Voilà. les je petits prends, jardins. Et puis la permaculture, c'est aussi un sens de vie. C'est aussi la maison. Bien sûr. Hein, Non, mais c'est pas que. bien Donc sûr, mais évidemment. voilà, Mais le terme est mal Philippe, employé. si tu as lu mes articles et si tu as vu mes vidéos, tu verras que je n'ai jamais utilisé le terme de Non, mais permaculture. moi je le dis, c'est-à-dire que tout le Voilà. monde peut le lire. Là, Oui, mais c'est ce dans n'est pas moi le. qui ai rédigé ça. Moi, j'ai Oui, mais rédigé un programme beaucoup plus long moi, mon boulot, qui... c'est de dire les Ouais. choses qui vont pas. Voilà. Oui, oui, non, mais je non, comprends. mais Je alors, comprends. Mais si tu regardes comment dire, ma conférence qui est publique, hein, puisqu'elle est sur YouTube, Hmm. tu verras que je ne parle pas de permaculture. Je parle de transition vers une agriculture. Bon, j'ai pas regardé parce que je Ben suis oui, assez ben affiné voilà. là-dessus. Non, mais je suis assez affiné Oui, mais bon. là-dessus. Et on non, peut non, mais avoir alors, excusez-moi, je vais intervenir en prenant bonne note de ce que Merci Philippe, Alain, j'ai compris. non, non, mais de ce que Philippe et Anne-Marie sont d'accord, puisque tu as expliqué que le terme effectivement était d'un emploi illégitime, Incorrect, voilà, incorrect, incorrect. incorrect. Hmm. Et Anne-Marie va totalement dans ton sens. Je note moi aussi pour une future mouture de notre programme Voilà. et invite Anne-Marie à nous le rappeler le moment venu, puisqu'évidemment, en tant que référente à l'agriculture, elle aura la haute main sur les évolutions de la partie agriculture Mais du excuse-moi programme. Alain, vous pouvez le changer sur le site. Ah oui, ça figure sur le site, c'est vrai. Tu comprends? Parce que sur le site, tu peux le changer. D'accord, c'est Sur ce qui a été noté. imprimé, non, mais sur le site, tu peux le changer. Hein. C'est bien Alors, noté. agriculture raisonnée, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Merci beaucoup, Tout Philippe. à fait. Salut Alors, Alain, ciao. vous êtes six, si j'ai bien compté, à demander la parole. Je vous inviterai euh, à faire des interventions un peu plus courtes que celles de Philippe, si cela est possible, et Anne-Marie également à répondre de façon brève. Ben oui. De toute façon, nous n'irons pas au-delà de 21h20. Hein. Euh, voilà, nous n'allons pas passer la nuit, même si le sujet est passionnant et complexe. Il importe de borner le temps de ces formations. Alors, nous entendons, je ne le connais pas ni ne le reconnais, me semble-t-il. Nous entendons Frédéric.
que j'invite peut-être à se présenter, puisque c'est la seule information dont nous disposons sur l'écran. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Frédéric, délégué de la 5e circonscription de l'Hérault. Et je vais faire une intervention sur le sujet qui me paraît le plus important et que l'on doit s'emparer aujourd'hui, c'est de la vaccination de masse de nos animaux. Ah ben oui. Si je m'en réfère donc à Jean-Marc Sabatier, qui vient d'être interviewé par monsieur dont je ne me rappelle plus le nom, il vient de dire que, la dermatose nodulaire se soigne et qu'il n'y ait pas donc de l'abattage, il n'en faut pas, mais qu'il faut se méfier énormément de la vaccination qui, lorsque, si j'ai bien compris en Savoie, les animaux qui ont été vaccinés ont des hématomes à l'endroit de l'injection. Ce qui voudrait dire, et tendrait à dire, qu'il y a des mêmes merdes que pour le Covid. Donc, il est important et urgent de faire marcher notre réseau pour que au moins tous nos agriculteurs puissent réfléchir à ces informations qui viennent aussi d'Arion Claude et qui viennent de monsieur donc Marc Sabatier, relayés par François Cottard. Mais ce qui est encore plus important de relayer, je ne le suivais plus, mais Julien Brunet vient de faire quelque chose de bien, une vidéo qui résume dans quelle merde on est encore avec une copie identique à celle du Covid. Donc, je pense, et je vais arrêter là, qu'il est important qu'on fasse un papier pour informer l'ensemble des agriculteurs sur les dangers de la vaccination. Voilà, j'ai terminé. Merci. Et super votre intervention d'avant. Merci, merci. Oui, le livre de Jean-Marc Sabatier, là, je l'ai relayé avant même qu'il ne soit publié. D'ailleurs, je me suis fait un peu taper sur les doigts par. En fait, c'était Luc, un agriculteur, qui m'avait dit de le faire parce qu'il ne parle pas seulement des vaccinations, mais aussi des ondes électromagnétiques qui sont nocives pour les troupeaux. Donc, oui, effectivement, c'est gravissime, mais c'est pas simplement sur les troupeaux. Ils veulent mettre de l'ARN messager aussi sur les légumes, etc. et partout, quoi. Donc, oui, je suis d'accord. C'est vrai que il faut à la fois, il faut être très circonspect parce qu'il ne faudrait pas que la population se détourne totalement des viandes, comme ça a été le cas pour les canards. Là, il y a eu et que du coup, on accélérerait la faillite de nos éleveurs, quoi. Et là, il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut en parler, bien sûr, mais on n'a pas intérêt non plus à mettre tous nos élevages en faillite, sachant que il faut qu'on fasse circuler aussi des recettes, des médicaments pour évacuer éventuellement tout ce qu'il peut y avoir de toxique dans les viandes. Oui, là, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais bon, c'est un sujet qui est très sensible. Moi-même, j'ai essayé d'en parler sur Twitter, sur Facebook et tout ça. Bon, après, je ne sais pas, qu'en pensent les autres. C'est vrai qu'on pourrait en discuter. En fait, ma position tout à fait personnelle et des personnes autour de moi, c'est si je sais qu'un produit est vacciné, je n'irai pas l'acheter. Et ben voilà. Mais c'est comme ça que les canards. Exactement. Voilà. Et donc, il faut que nos agriculteurs, qui sont menés par le bout du nez, par une injonction de fer, puisqu'on a commencé à leur dire on abat votre bétail, et maintenant on leur dit bon, on ne l'abat plus, mais on va les vacciner, et ils sont tout contents. Non, ils se font manipuler. Alors, pour les canards, il faut savoir, enfin, et pareil pour les bovins, que quand c'est décidé par l'Union européenne, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de vendre la viande de vos canards ou de vos bovins si vous n'avez pas vacciné les animaux. C'est contrôlé, hein. Donc, il faut savoir aussi qu'ils sont pris entre l'enclume et le marteau, hein. La situation, elle est très difficile, et là, j'avoue que, bon… Il faut tout au moins faire le maximum pour donner l'information qu'a donné M. Sabatier. Il vient de dire dans sa vidéo… Mais comment? J'entends bien, mais comment à leur donner? Donc, il faut faire une courte vidéo en donnant les sources de ce qu'on a comme information. Non, mais je comprends bien, mais comment la leur distribuer aux agriculteurs? Donc, on a un réseau, c'est 42 000 adhérents.
on fait un petit courrier comme la lettre du jeudi, en donnant dessus les références et les sources des gens qui ne pensent pas comme l'État. On donne la possibilité à nos adhérents, y compris des citoyens qui sont que des consommateurs, qui pourront diffuser l'information, et ainsi qu'aux agriculteurs qui vont pouvoir se référencer sur la dangerosité des vaccins. Et leur Oui, faire. je comprends, mais à la fois, non, il faut le faire. Le Covid, on s'est fait baiser, excusez-moi le terme, et là, on va se refaire baiser. Il faut agir. Monsieur, comment il s'appelle, Divisio a dit dans une vidéo qu'il avait avec Philippot, il faut arrêter de réagir, il faut agir. Agissons. oui, non, mais ça, je comprends bien, mais je vous explique qu'on n'a pas intérêt à la disparition de toutes nos exploitations agricoles. Donc oui, il va falloir faire le travail. Il va falloir faire le travail. Il va falloir que chacun s'y mette, aller voir des agriculteurs pour discuter avec eux. Ça, je suis d'accord. Oui, bien sûr, il va falloir le faire. Il faut le diffuser par la lettre d'information Oui. du jeudi ou par une autre lettre d'information à tous nos adhérents. Il faut qu'ils puissent choisir. Mais surtout, il faut qu'ils soient informés. Merci beaucoup, Frédéric. Anne-Marie a entendu. Je vous propose, le cas échéant, effectivement, de rester en contact pour correspondre sur ce sujet. J'ai fait une erreur tout à l'heure, un lapsus. C'est au-delà de 20h20 que nous n'irons pas. Donc, allons jusqu'à 20h20. Nous entendons à présent, nous restons dans l'Hérault. En entendant son référent, Jean-François. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Absolument. Oui. Parfait. Alors, bonsoir Anne-Marie et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, c'est vrai que je rebondis un tout petit peu en préalable sur ce que vient de dire Frédéric, parce que c'est vrai qu'il y a une telle méfiance depuis le Covid sur les vaccins que, enfin, moi-même, par exemple, j'ai arrêté de consommer du canard. Et je pense qu'on est énormément dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que c'est un sujet ultra délicat pour pas tuer nos agriculteurs éleveurs. Mais en attendant, il faut aussi que eux, de leur côté, ils aient une prise de conscience. Donc, c'est à nous à faire ce travail. Je crois que de ce côté-là, je rejoins Frédéric. Mais ma question, elle n'était pas là. Par contre, effectivement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de terres qui partent à l'abandon, etc. Ce qui m'inquiète, moi, c'est énormément, c'est est-ce que ça va pas être des BlackRock, Gates, Vanguard et autres institutions lamentables comme ça, mondialistes, qui vont récupérer comme ils l'ont fait en Ukraine? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, c'est parmi mes dernières préoccupations la plus forte, je dirais. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à la table ronde sur l'agriculture et la pêche à Arras, parce que effectivement, ils ont prévu tout un tas d'outils pour exproprier nos paysans. D'outils légaux, enfin légaux, légaux pas moralement, mais légaux dans la réalité. Et donc, à l'heure actuelle, c'est ça le grand combat, hein, parce que quand on n'aura plus de terre, on ne se posera même plus la question de comment on vaccine nos canards. Hein. Voilà. Donc là, les terres, Patrick Garlati pourrait vous en parler. Ils ont mis en place tout un système pour que les terres soient expropriées, mais déjà avant même c'est la mise en place de ces choses-là, il y avait déjà des dispositifs pour, comment dire, pour exproprier les paysans endettés. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça s'appelle, la SAFER, qui normalement était là pour protéger les terres, mais ça j'en parle dans mes trucs aussi. La SAFER était là pour protéger les terres agricoles pour qu'elles restent à usage agricole. Sauf que là maintenant, la SAFER en fait sous-traite à des entreprises et des associations privées la gestion des terres quand l'agriculteur fait faillite. Et donc, ces associations, elles les vendent, parfois elles les relouent à des jeunes couples qui veulent s'installer, mais qui ne durent pas plus de 5 ans. Et après, les terres sont remises dans le pot commun. Et du coup, oui, il y a un très, très gros danger. Et je vous remercie de poser cette question parce que j'aurais voulu en parler. Et en fait, je n'ai pas pu parce que le temps est trop contraint. Mais je crois que c'est un des gros, gros problèmes que nous allons devoir affronter dans les années qui viennent. Parce que, encore une fois, un pays qui n'a plus de terre, c'est un pays sous-développé, hein, comme tous ces pays d'Afrique, là. Et à ce moment-là, on ne se pose même plus les questions de savoir comment on va cultiver, comment on va élever. On n'a plus rien. Voilà.
Et merci encore une fois, il va falloir trouver des solutions pour combattre cela. Mais je pense que la Merci seule solution, Anne-Marie. elle est politique, c'est le Frexit, hein. Voilà. Merci Anne-Marie. Nous écoutons à présent notre référent des Alpes de Haute-Provence, Hervé Belmont. Oui, bonsoir. Trois remarques brèves. La première, c'est qu'il faut bien distinguer la vaccination DNC qui est faite avec un vaccin normal, un vrai Voilà, vaccin, de la vaccination des canards qui est fait soit avec un vaccin normal, soit avec un vaccin ARN. Étant exact, entendu que les agriculteurs ne sont subventionnés par l'État que s'ils utilisent l'ARN en 2025. Deuxième remarque, s'agissant des vétérinaires. Je crois qu'il serait utile d'inclure dans le projet des Patriotes que non seulement nous supprimons l'ordre des médecins, mais nous supprimons aussi l'ordre des vétérinaires pour ne pas que les vétérinaires subissent les mêmes pressions de la part de leur ordre vichiste que les médecins. Et pendant qu'on y est, on pourrait exactement. éventuellement supprimer l'ordre des avocats compte tenu de ce qui se passe notamment vis-à-vis de Juan Branco. Troisième remarque enfin, les blocages qui se déroulent actuellement ont la faveur de la population. Je crois qu'il serait utile de réfléchir à ce qu'on ne tombe pas dans le piège dans lequel sont tombés les gilets jaunes. Euh, Autrement dit, que les blocages sauvages, entre guillemets, ne perdurent pas parce que la population va se retourner. Je pense que c'est là-dessus que compte le gouvernement, notamment à l'approche des fêtes de Noël et des vacances de Noël, pour plutôt inscrire l'action dans des blocages intelligents, c'est-à-dire ceux qui enquiquinent ceux qu'il faut enquiquiner et qui n'enquiquinent pas la population. Par exemple, on ne bloque pas des entrées d'autoroute, on ne bloque pas une autoroute, on bloque par contre le péage de façon à le rendre gratuit. Ça, c'est ce que j'appelle un blocage intelligent, étant entendu que l'autre piège qui risque d'être tendu par le pouvoir, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, à savoir les Black Blocs qui viendront sans doute essayer de pourrir les actions de façon à déclencher la violence qui appellera bien évidemment la désapprobation de la population. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Le temps d'entendre Lionel qui a demandé la parole. Bonjour, en fait, moi je suis le délégué responsable de Colmar et j'ai été candidat aux législatives pour Mulhouse, comme ça on peut bien me situer. Moi j'ai juste quelques questions très pragmatiques. La première, c'est qu'on a parlé justement du fait que les paysans ils sont vachement endettés et en fait en cas de sortie de l'euro, est-ce qu'on pourrait pas utiliser la Banque de France pour refinancer les dettes des paysans? C'est prévu. C'est-à-dire, c'est-à-dire que par exemple, bah, en fait, on leur prête de l'argent à 0,1% et la banque, en fait, elle leur prêterait à 0,2% puisqu'on prête à la banque et la banque prête aux paysans sur des périodes plus longues, ce qui fait qu'ils pourraient réduire leurs dettes chaque mois, même si c'est sur une période plus longue. La deuxième question, c'est par rapport au projet France 2030 qui parle de tout ce qui est robotique au niveau de l'agriculture. Et en fait, on voit qu'il y a quand même très peu d'argent qui est mis dedans par rapport au plan. Et en fait, j'aimerais quand même savoir la position des patriotes par rapport à cette robotique agricole. Et l'autre question par rapport à ça, c'est par rapport aux semenciers, parce que le souci, c'est que tout ce qui est IA et compagnie, à la finalité, c'est contrôlé par deux entreprises. C'est ASML et Carl Zeiss qui fabriquent les machines qui font tout ce qui est processeur. Le problème, c'est que c'est une entreprise hollandaise et une entreprise allemande. Et comme on le sait, Bayer, c'est aussi allemand. Donc, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre Bayer, par exemple, sans se retrouver au Moyen Âge au niveau électronique? Et la troisième question, c'est par rapport aux centrales d'achat, parce qu'en fait, moi, j'ai déjà parlé aux agriculteurs et de leur dire d'essayer d'utiliser leurs syndicats pour créer des centrales d'achat. Et ils ont un petit peu du mal à écouter. Et j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire passer le message. Pardon, le dernier, j'étais en train de prendre des notes. La dernière question, La c'était par rapport dernière aux question, centrales d'achat. voilà, parce qu'en fait, quand j'ai souvent parlé aux agriculteurs, je leur ai dit oui, mais en fait, avec les subventions qu'on donne aux syndicats, pourquoi est-ce que vous pourriez pas essayer, au moins tenter de créer votre propre centrale d'achat? Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et en Oui. fait, ils ont du mal un peu à écouter. Et en fait, comment est-ce qu'on peut leur parler pour leur rentrer un peu cette idée dans la tête?
Déjà, les centrales d'achat, c'était le projet des coopératives au départ, hein. Mm. Donc, au départ, les coopératives, elles étaient vraiment paysannes et elles ont été confisquées au moment où on a introduit les grandes surfaces en France dans les années 70. Et les grandes surfaces, elles voulaient plus s'approvisionner dans des coopératives, elles voulaient s'approvisionner dans des centrales d'achat. Donc, en fait, c'est tout un processus en fait capitalistique qui a abouti là. Donc, il faudra prendre une décision, effectivement, pour voir si on ne revient pas à des grandes coopératives agricoles qui seraient à la fois les acheteurs et les distributeurs. Mais ça, tant qu'on n'a pas fait le Frexit, c'est très difficile, quoi. Je vois mal comment nos paysans pourraient en arriver là, quoi, hein. Déjà, ils n'en ont pas la possibilité. Et c'est comme pour le reste, l'endettement, moi, j'en reviens à la question de l'endettement. C'est évident qu'il va falloir euh, nationaliser une banque qui joue ce rôle-là, de financer les paysans. Tu dis 0,1%, moi je dis carrément 0%, du moins pour les petits, hein, du moins pour ceux qui font une agriculture vertueuse. Et après, se refinancer, parce qu'après, bon, évidemment, quand le processus de production se sera remis en place, ben, il y aura des impôts, il y aura tout ça, et donc on peut se refinancer, refinancer en banque. Mais moi, enfin, personnellement, je suis pour des prêts sans intérêt. Je vois, Parce en que, fait, moi, c'était surtout pour une oui, question de crédibilité que je mets 0,1%. Pas de possible de réintervenir Oui. derrière si nous voulons entendre. Euh, oui. mais je vous invite évidemment à échanger peut-être par mail. Euh, il a disparu. Olivier Doué, notre référent du Maine-et-Loire, avait demandé la parole depuis un moment, mais il ne l'a plus il ne la demande plus. Donc, nous entendons Frédéric Crousy, notre référent du 94. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Alain. Voilà, la question est toute bête par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les semences, voilà, tout d'un coup, on décide qu'on a repris la main sur notre territoire et nos décisions. Et combien de temps on mettrait pour retrouver l'autonomie des semences comme avant nos agriculteurs avaient, en gros, ils mettaient 10%, je crois, de côté pour justement réensemencer l'année suivante. Est-ce qu'il y a des fournisseurs de semences qui soient réutilisables sur le marché, ou combien ça mettrait de temps en essayant de recultiver pour retrouver son autonomie au niveau que chaque paysan puisse avoir son autonomie en semencement lui-même. Mais je pense que l'INRA a quand même des banques de semences. Je pense que ça doit être possible de se les procurer quelque part. Donc après, évidemment, il faut que ces semences soient réensemencées elles-mêmes. Mais ça, je pense que ça doit être possible. Je ne pense pas qu'elles aient disparu, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus d'agriculteurs, comme les prix ne sont pas rémunérateurs, s'orientent vers des cultures de semences. Dans le sud-ouest, ici, tous nos maïs, nos colzas et tout ça sont des cultures de semences, c'est-à-dire que c'est vendu aux semenciers. Donc ça, c'est gravissime, hein. Il va falloir revenir vers des cultures vivrières pour nourrir la population et sortir des cultures semencières. Mais ça peut se faire d'une année sur l'autre. Les semences, les céréales, c'est d'une année sur l'autre. Les légumes, tout ça. Par contre, pour les fruitiers, ça c'est plus compliqué parce que bon, évidemment, un arbre, ça ne pousse pas en une année, quoi. Donc oui, il faut espérer qu'il y a quand même des banques à l'INRA, des banques de semences fermières. Voilà. Et après, si elles n'existent pas, eh bien, il va falloir s'en procurer auprès de pays qui en ont gardé. Il y a encore des pays qui fonctionnent comme ça, quoi. Bon, enfin, on essaiera de trouver des solutions, quoi. Oui, parce que Alors, a priori, oui, ne Bill fallait Gates rien. a tout piqué normalement. Il a tout référencé, a pris et stocké, je sais plus, dans le Nord, toutes nos graines. Pardon, Oui. n'intervenez pas derrière parce que sinon on n'y arrivera pas. Désolé. Nous allons à présent dans le Puy-de-Dôme. Euh, Damien, délégué dans le Puy-de-Dôme, c'est bien ce département, hein, on est d'accord. C'est ça. Oui, bonsoir à tous. Merci Anne-Marie pour ton intervention très pertinente. Moi, j'avais une question concernant la position du parti Les Patriotes suite au Frexit, parce que l'idée, c'est clairement voilà, de revenir vers une agriculture vertueuse. Donc, on va parler de bio, de haute valeur environnementale, d'agriculture qui respecte la nature finalement. Donc, ça veut dire qu'on préserve les milieux naturels,
on préserve notre santé, ça c'est bien. Par contre, clairement, au niveau productivité, ça veut dire baisse des rendements et hausse des prix. Donc, ma question, c'est est-ce que le français moyen, donc un couple de smicard ou un peu plus qui gagne 3 000 € par mois, qui a deux enfants, qui font 3 000, 500 balles par mois, est-ce qu'ils auront les moyens de manger plus cher? Et comment on ferait pour éventuellement amortir la hausse des tarifs? Ben, je suis ravie de ta question parce que moi j'ai la même, la même préoccupation. Pardon. La même préoccupation. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une hausse des salaires et cette hausse des salaires ne sera permise et possible que si nous relançons notre économie et pas simplement l'agriculture, hein, l'industrie, l'énergie, etc. Donc, on va recréer des emplois et du coup, il n'y aura pas la pression du chômage sur les salaires. Parce que qu'est-ce qui fait que les salaires sont très bas dans notre pays? C'est parce que on a entretenu volontairement un chômage à un niveau très élevé pour que les salariés acceptent des salaires très très bas. Et les syndicats, parallèlement, sont rentrés dans cette logique-là, hein, puisque les syndicats mangent au râtelier à Bruxelles, et donc, du coup, il n'y a eu personne pour défendre les salariés, ce qui, de toute façon, aurait été impossible. Bon. Mais là, moi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que le processus du Frexit est quelque chose qui rebat les cartes et qui permet justement c'est une révolution, en fait, hein. C'est une révolution qui permet de relancer la production, donc du coup de relancer l'emploi, de relancer les salaires et donc de donner un pouvoir d'achat aux gens que jusque-là ils n'avaient pas. Alors évidemment, ça ne va pas être miraculeux du jour au lendemain, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, quoi. Chômage élevé et immigration de masse. Mais Comme on invité. resterait sur une politique de subvention de l'agriculture finalement Mais dans un pour premier temps, soutenir la transition. Dans un premier temps, on sera obligé, parce que c'est quand même un secteur indispensable à la survie de notre population, des Français. C'est indispensable. Si on ne récupère pas une agriculture nationale, jamais on ne pourra nourrir la population, c'est clair. Donc, il faudra, oui, subventionner l'agriculture. Moi, je n'ai pas peur de le dire, hein. Oui. Enfin, Ok. voilà, c'est mon opinion. Après, c'est ce que j'ai mis dans Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Merci pour ta réponse. Merci à vous. Merci Nous à allons toi. à présent dans le Gard. Nicolas Stival. Bonjour à tous. Alors, Bon. il y a 2 siècles et demi, on faisait beaucoup de bio. En fait, on ne faisait que ça. Et du coup, on ne pouvait pas nourrir plus que 25 millions de personnes. Donc, si on repasse à tout en bio, on ne pourra pas nourrir plus que 25 millions de personnes, y compris si on multiplie les salaires par 10. C'est pas vrai. Si on multiplie les salaires par 10, on ne peut pas nourrir plus que 25 millions de personnes en France. Ensuite, alors, il y a nos entreprises d'engrais qui ont été délocalisées aussi, hein. Faudra les relocaliser aussi, y Absolument. compris les engrais chimiques. Enfin, quand on parle d'agriculture, on ne parle que d'alimentation. Je trouve on néglige aussi le fait qu'il y a aussi du textile, de la pharmacie, de l'industrie, du bâtiment, etc., hein, Voilà, j'ai fini. Bien sûr. Par rapport à ta question, elle rejoint un peu celle de la personne qui avait avant toi, là, hein. C'est vrai que la productivité, elle va en prendre un coup, hein. Si on veut faire que du bio partout, moi je pense qu'on va devoir garder un secteur d'agriculture raisonné, comme on dit. Voilà, si on veut avoir une quantité suffisante. Enfin bon, après il faudra voir, hein, peut-être pas. Merci à vous deux. Dernière prise de parole. Fred Gironde. Bonjour, j'ai deux questions à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non, si ça peut être plus rapide, et puis vous détaillerez après. Et puis j'ai une remarque. Mes questions sont, la première, avez-vous des éléments sourcés, et j'insiste sur le terme sourcés, du fait qu'il y a une non-remontée de la mortalité post-vaccinale pour les bovins. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisqu'il y a eu une lanceuse d'alerte sur Nexus qui a signalé cela, mais je l'ai vu uniquement là. Ma deuxième question, un des arguments qui ressort maintenant contre l'abattage, un des arguments pour dire il faut l'abattage, c'est de dire de toute façon, les bêtes qui ne sont pas abattues ou qui seraient vaccinées ou guéries, de toute façon, leur production de lait, elle chute de 20, 30, 20, on entend n'importe quoi.
la qualité de la viande et le volume de viande chute. Donc, de toute façon, il faut abattre les bêtes. Là, je n'ai rien vu ni dans un sens ni dans l'autre. Mais c'est un argument qui commence à arriver pour contrer la fin de l'abattage total. Donc, est-ce que vous avez des éléments qui disent qu'au bout d'un certain temps, oui, la bête a retrouvé toute sa production de lait, qualité de viande? Et encore des éléments sourcés, pas juste une déclaration, même si c'est un professeur du CNRS qui dit ça. Et donc ça, c'est ma remarque. Jean-Marc Sabatier, que je suis, hein, comme tout le monde ici. Bon, j'ai une formation un petit peu scientifique, donc je comprends à peu près ce qu'il dit. Mais ce que je lui reproche, et je pense qu'il faut lui rappeler, c'est que quand il affirme des choses, c'est pas parce qu'il est directeur du CNRS, ou enfin directeur de recherche au CNRS ou quoi que ce soit, que ça l'absout de donner ses sources. Quand il dit l'ARN messager auto-amplifiant, il tient telle température pendant tant de temps, c'est juste une affirmation. Malheureusement, il fait pas référence, juste dire telle étude l'a dit. Voilà. Et donc c'est pour ça que je préfère Hélène Banoun et Bon Sens, qui eux systématiquement font référence à une étude, une année, une équipe, et sur le site de Bon Sens, on retrouve tout ça. C'est pas forcément pour le lire, mais c'est parce qu'on, oui, l'information elle est là, elle est fiable. Alors que l'argument d'autorité, je dirais, de dire je suis directeur de recherche et donc ça suffit, vous m'écoutez. Il y a des moments, je ne sais pas, entre son avis, son opinion, son extrapolation et vraiment ce qui est factuel. Voilà. Oui, moi, sur cette question, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas professionnelle ni spécialiste et en plus, peut-être qu'on manque un peu de recul par ailleurs. Mais oui, il va falloir qu'il y ait des recherches là-dessus, c'est évident, mais que les vaches n'aient plus la même viande et qu'elles ne produisent pas un bon lait, ou ça, là, j'ai quelques doutes quand même, parce que je pense qu'à La Réunion, ils l'auraient remarqué déjà. La Réunion, c'est quand même en France et c'était avant l'épidémie ici, donc je pense qu'ils l'auraient remarqué. Et dans les autres pays, pareil, et ils auraient remarqué que la viande n'était plus valable ni le lait, ils les auraient abattus, les vaches, quoi, et ça se saurait. Donc sur ce point-là, encore une fois, je ne peux pas être catégorique parce que je ne suis pas une spécialiste. Mais vos remarques sont tout à fait judicieuses, oui, c'est vrai. Il faut sourcer toujours, toujours. Bien, nous en restons sur cet acte d'humilité. Merci beaucoup à tous pour la réussite de cette formation de ce soir, pour la qualité. Merci Anne-Marie pour la qualité de ton exposé. Mais merci à toutes les personnes qui ont pris la parole pour la qualité de leurs questions. Cela fait plaisir quand, au niveau qui existe aux patriotes. Alors, pour information, on a décidé évidemment de garder une trace, d'enregistrer ces formations. Ne vous y fiez pas plus que cela pour plutôt chercher les enregistrements que d'assister aux formations elles-mêmes, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les publiera. Mais il y aura effectivement quelque chose qui sera fait à partir de cet enregistrement. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Je vous remercie à nouveau tous pour votre participation et vous dis donc à bientôt en vous souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci Anne-Marie. Et un grand merci Anne-Marie.